Le nouveau roman de Guillaume Sire, Les grandes patries étranges. Les grandes patries étranges. Bonjour Guillaume. Bonjour, moi aussi je suis très heureux d'être là. Et merci à tous d'être là aussi et de m'écouter, de nous écouter. Les grandes patries étranges, c'est à la fois un livre qui s'inscrit dans la grande histoire, une grande partie du XXe siècle, et surtout c'est une grande histoire d'amour. Une histoire d'amour empêchée, fracassée, tordue par la grande histoire, mais une grande histoire d'amour quand même. C'est l'histoire de Joseph Porte-d'Or. Alors, rien que le nom nous fait rêver. Ça s'écrit en un seul mot, mais on sent déjà derrière le conte, la fable. Joseph Porte-d'Or va grandir seul avec sa mère parce que son père a dit un beau jour qu'il partait à la guerre et qu'il allait revenir. Il a promis qu'il reviendrait, mais il n'est pas revenu. C'est la Première Guerre mondiale. Et à partir de cette fêlure, de cette déchirure, Joseph et sa mère Thérèse vont essayer d'avancer tant bien que mal dans la vie. Et puis Joseph, à un moment donné, va rencontrer une petite fille qui s'appelle Anima et qui va bouleverser son univers encore plus que la grande histoire. Avant de rentrer plus avant dans cette histoire, justement, même question pour vous, Guillaume, quelle est l'origine de cette histoire et qui est Joseph ? Alors moi j'ai tout inventé. Ça ne parle pas du tout de moi. C'est bien pour ça que c'est bien ces différences. Oui, je voulais écrire une histoire d'amour donc entre ce Joseph qui est un hypersensible puisqu'il réagit donc son père est mort à la guerre et il réagit à ce deuil-là en développant une sensibilité totale. Vous voyez, dans l'enfance, les tout petits enfants mettent tout dans la bouche. Ben, lui, il va avoir ce rapport au monde permanent de tout vouloir goûter, sucer, mordre, toucher, caresser, se blesser aux choses. Et d'ailleurs, tout le blesse, même quand s'il boit un verre d'eau, il sent la déglutition, l'eau qui passe, le rapport à la chair, à la peau, tout ce qui est censé même le faire vivre, le blesse. Il est comme une éponge qui reçoit chaque expérience. Sa mère fait travaille dans un bordel, elle fait le ménage dans un bordel. Donc il est dans cet univers aussi d'apparence, de paravent, de choses, d'odeurs, très particulier. Et il tombe fou amoureux d'une jeune fille qui habite en dessous de chez lui, Anima. Alors elle a vécu un deuil aussi dans l'enfance puisque son frère est mort de la grippe espagnole. Et elle a réagi de la façon opposée, c'est-à-dire que elle, c'est le hérisson, quoi. L'éponge est amoureuse du hérisson. Elle se hérisse, elle est dure, elle est caparaçonnée. Derrière, c'est des paravents qui cette fois-ci sont métalliques. Et elle est pianiste. Et elle croit qu'en jouant Schumann, elle peut sauver le monde parce que elle pense que ce compositeur-là, qui a le même âge que Wagner à 3 ans près, si l'Allemagne écoute Schumann, le monde sera sauvé. Elle est juive, donc elle sent bien venir le malheur, et elle pense que si les Allemands et le monde choisissent la mélancolie de Schumann plutôt que la fureur de Wagner, alors le monde sera sauvé. Et donc Joseph est fou amoureux d'elle, elle est derrière toutes ces carapaces, et l'éponge va décider d'aimer le hérisson quoi qu'il en coûte et de le sauver des griffes de l'aigle hitlérien. Joseph, c'est un peu le chevalier dans l'armure scintillante. Il se vit en amoureux chevaleresque. Il la sauvera quoi qu'il arrive. L'histoire va les séparer. Les années, le temps va les séparer. Et pourtant, cet amour va perdurer au-delà de tout. Il n'a qu'une seule obsession, sauver Anima. Oui, alors j'aime bien l'idée de l'armure du chevalier, mais moi, son armure, c'est une armure éponge, justement. C'est-à-dire que son armure, c'est sa sensibilité. Et sa sensibilité est ce qui va le rendre aussi fort que faible, mais il décide, surtout, il s'accroche à cet amour dès l'enfance, en se disant « je l'aimerai quoi qu'il arrive ». Vous savez, comme la chanson là, qui dit « aimer est plus fort que d'être aimé ».
Je pense que le XXe siècle, d'ailleurs, c'est un peu ça. C'est l'amour, quoi qu'il arrive, l'amour quand même. Le XIXe a pensé que l'amour pouvait être un projet politique ou un salut individuel. Puis ensuite, il a été désespéré, donc il a chanté l'amour désespéré. Le XXe siècle, tout d'un coup, c'est l'amour lucide, mais l'amour quand même, quoi. Je décide d'aimer quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, il va vivre dans cette histoire romanesque qui va l'emmener du Toulouse des années 20 jusqu'à l'Allemagne des châteaux forts de Coblence, jusqu'au Paris de la Libération. Évidemment, il va vivre cette histoire d'amour folle pour Anima, qui veut dire qui est son âme. Hein, c'est mon cantique des cantiques. Quoi. Il veut rejoindre cette jeune femme juive qui l'aime tant. Évidemment, à travers cette histoire d'amour, il va en vivre plein d'autres, comme souvent ce qui se passe dans une histoire d'amour. Il y a évidemment l'amour de sa mère, très forte et sa relation avec elle, et puis tout un tas de personnages plus ou moins dingues, le poète anarchiste, le prêtre communiste, la tenancière du bordel. La cardinale, on voilà, l'appelle, qui tient la chapelle. C'est comme ça qu'on appelle le bordel. Voilà, c'est des hosties particulières. Et donc la cardinale, la cardinale qui est donc une maquerelle résistante, il va aimer tous ces personnages-là et il va les aimer parce qu'il aura décidé de les aimer et parce qu'ils vont tous jouer un rôle dans le théâtre de cet amour qui est plus une folie décidée et décisive que quelque chose... voilà. Alors que lui, tout le blesse. Tout d'un coup, ça, c'est une décision qu'il prend d'être blessé. Quoi. Il va à cette lame-là... trouver ses plaies. Accepter d'être blessé pour pouvoir ressentir et pour pouvoir aimer et accéder justement à toutes ces émotions. Vous disiez l'amour quand même. L'amour quand même, c'est pas seulement pour Joseph. L'amour quand même, c'est l'amour quand même en temps de guerre, dans des situations extrêmes. Vous parliez du prêtre communiste, on parlait de la cardinale, la tenancière de bordel. La mère même qui pourtant va sombrer quasiment dans la folie à la mort de son mari, va sombrer dans l'alcool, mais va se relever. Tous vos personnages aiment quand même, en fait, aiment malgré tout. Hein. Oui, c'est ça. Et l'amour ne sauve rien, mais et pourtant il justifie tout. Et c'est tous ces personnages, ces couleurs, ces textures. En fait. Et d'ailleurs, au service de ça, hein, c'est la première fois, moi c'est mon 6e roman, mais c'est la première fois que j'écris une histoire d'amour. Ça fait toujours partie du jeu. Dans les autres romans, ça existe, puisque ça parle d'être humain, mais là, c'est la première fois que c'est central. Et je voulais réussir à en dire des choses singulières, ce qui est assez difficile, puisqu'on a toujours l'impression, quand on tombe amoureux, qu'on vit quelque chose d'unique, et puis il suffit d'ailleurs, il suffit de lire un peu ou d'interroger le voisin pour se rendre compte qu'il a l'air de vivre un peu la même chose. Donc c'est à la fois ce qu'il y a de plus intime, singulier et en même temps de plus commun qu'on a, et la littérature peut permettre ce genre de pont. Et je voulais donc écrire enfin une histoire dont ce serait l'objet et mettre au service de cette histoire. Et donc c'est peut-être ma partie, alors là pour le coup, non pas autobiographique, mais d'autofiction, c'est de la fiction personnelle. Je me suis dit, en écrivant ce livre et cette histoire dingue d'amour fou, je me suis dit, je vais en profiter pour essayer dans ce roman de passer par la totalité de mes expériences sensorielles vécues. Et cette lecture d'un roman, et l'écriture qui se fait d'habitude par la tête, dans le silence de la chambre, je voulais en faire une expérience sensorielle, donner au texte, d'ailleurs c'est la même racine étymologique, une texture, faire descendre l'activité même de lire dans le ventre et la peau, en me disant, est-ce que je peux dire tout ce que moi j'ai senti et ressenti grâce à la sensibilité de Joseph dans ma vie, le froid, le tiède, le chaud, le dur ou le piquant, le mou et le tendre, passer par les doigts, vous voyez, faire, en fait, évidemment j'ai aimé, comme la plupart d'entre vous, infiniment le roman Le Parfum, mais dans ce roman Le Parfum, Jean-Baptiste Grenouille est d'une part un héros négatif, c'est un serial killer, et d'autre part un homme sans âme. Moi je voulais en faire, avoir un héros extrêmement sensible comme peut l'être Grenouille, mais pas simplement l'odorat, avec le toucher, avec le goût, et en même temps en faire un héros positif
qu'on accompagne et dont l'âme se déploie plutôt qu'elle ne se dissipe, et qu'on suit dans cette histoire d'amour en vivant une expérience sensorielle à ses côtés, à travers lui, qu'on sorte du roman finalement fatigué, touché, piqué, gratté. Enfin, voilà, que je voulais vous empêcher de dormir. Il y a quelque chose de presque magique parce qu'en fait, qui peut dire si c'est surnaturel, sa capacité à ressentir les choses? Il arrive à prédire la mort, les grossesses, la maladie, il ressent tout ça. On oscille, on est sur le fil du rasoir, on ne sait pas trop si c'est magique ou tout simplement le fruit de cette hypersensibilité. Hein. Ah oui, mais la question que vous posez, alors effectivement, lui, en touchant, hein, vraiment, c'est presque un super pouvoir, effectivement, en touchant le poignet des femmes dans le bordel, il peut savoir, en sentant l'épaisseur du sang, l'acidité de la transpiration, la dilatation des pores de la peau, si elles sont enceintes, si elles sont malades, si elles ont leurs règles, il peut deviner tout, il comprend tout. En touchant un piano, il peut sentir la ductilité des marteaux en bois sur le triple filin d'acier, la caisse de résonance, la note, mais en réalité, ce pouvoir dont vous me dites est-ce qu'il est réaliste ou non, c'est exactement la question du langage, des phrases, de la littérature. Est-ce que les mots sont, comme disent les linguistes avec ce mot bizarre, mais que j'aime bien le son, coextensifs à ce qu'ils désignent? C'est-à-dire que est-ce que quand le mot, on dit comment tu t'appelles, ce mot-là, qu'est-ce qu'il appelle? Et est-ce qu'il l'appelle au point de le faire exister, la chose qu'il désigne? Est-ce que quand je vous dis dans une phrase que quelque chose est froid, vous avez froid? Et est-ce que dans ce cas-là, est-ce que vraiment c'est un pouvoir? Et est-ce que Joseph lui-même, quand je vous dis il sent ça, mais vous le sentez à travers lui, je dis ce qu'il sent, et est-ce que je vous le fais sentir? Et à la fin, si jamais ça se passe, eh bien, ce n'est pas un pouvoir magique, c'est le vrai réalisme. Il est là et il donne à sentir ce qu'il désigne. Enfin, ce que vous nous dites, c'est que c'est vous le magicien, en fait. Exactement. Qui invente tout, qui vous envoie jusqu'au château fort d'Allemagne à travers l'amour de Joseph Porte-d'Or, dans un bordel à Toulouse dans les années 20, auprès d'un prêtre communiste, des guérilleros luttant contre Diego de Rivera, et du Paris de la Libération jusqu'au Lutetia et ces moments très difficiles de retrouvailles, possibles ou impossibles, vous le saurez en le lisant. Juste une dernière chose, on voit aussi la force de l'amour à travers l'imperfection des personnages. Toujours dans ce malgré tout, on aime quand même, on aime malgré tout, malgré les défauts, malgré les failles des uns et des autres. Et puis peut-être qu'il fallait au moins quelqu'un comme Joseph pour aimer quelqu'un comme Anima. Il fallait au moins une éponge pour aimer un hérisson. Oui, alors c'est beau, bravo. Et oui, évidemment, moi, j'écris des romans pour écrire des histoires qu'on vit, donc j'ai aucun message à faire passer. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de réponse à aucune question. Je ne sais même pas si je suis capable de bien formuler les questions, ou alors elles sont déjà embrouillées dans ma tête. Mais à la fin, chacun de mes personnages, même ceux qui auraient pu avoir l'air moralement condamnables, comme j'arrive pas à trouver d'ancrage moral à quoi que ce soit, je les montre comme ils sont dans leur vérité. Voilà, ça frotte, ça frotte partout, quoi. Même voilà, même ceux qui sont condamnables. Et c'est vrai que en plus, évidemment, il y a toute cette histoire, elle est juive, et donc le rapport, le rapport au langage, le rapport aux sensations, le rapport à l'histoire, il est amoureux d'elle, et il voit un moment, quand il la voit moins, finalement, il a l'impression que les seules nouvelles d'elle qu'il a, c'est les graffitis morts aux juifs qu'il voit écrits sur les murs de sa ville, où il se dit ah bon, bah ça me donne des nouvelles d'elle, ça ne va pas bien, elle a besoin de moi, donc là je vais aller la sauver parce que je suis le chevalier couvert de son armure d'éponge qui est capable d'aller jusqu'au château fort de Coblence pour libérer sa princesse Hérisson. Les grandes patries étranges, c'est le titre de votre nouveau roman, Guillaume Cyr. Un grand merci. Merci à vous.